Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans cette belle ville de Saint-Sevé, où j'espère vous allez passer une agréable journée en notre compagnie. Alors pour commencer, je ne vais pas manquer de remercier nos partenaires aujourd'hui, donc à commencer par la mairie de Saint-Sevé pour la mise à disposition du cinéma de la ville, ainsi que des halles où nous irons manger entre midi et 2. Et puis le personnel du cinéma Mediaset qui nous accompagne pour les aspects techniques de cette journée. Alors pourquoi cette journée ? Alors tout simplement parce que notre petite association de Systémique, après plusieurs années d'existence heureuse et cachée, avait envie de s'ouvrir sur l'extérieur. Nous pensons avoir des choses à partager et peut-être des savoirs à transmettre. Donc quoi de mieux que d'organiser une journée découverte autour de la systémique. Parce que c'est bien ainsi qu'on a conçu cette journée, sous forme d'initiation, pour faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle dit systémique, ce que c'est et ce que ça peut apporter dans nos activités professionnelles. Alors je sais qu'il y a des gens pleinement formés dans la salle, de véritables systémiciens accomplis, toujours avides de participer à ces manifestations qui concernent ce champ du savoir, mais c'est bien aux autres, aux novices, aux débutants, ou même aux systémiciens qui s'ignorent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font de la systémique sans le revendiquer. Donc cette journée s'adresse aujourd'hui. Alors évidemment, pour construire une telle journée, il faut des orateurs, alors il faut les motiver, les solliciter, et une fois qu'ils ont dit oui, il faut leur voler un petit peu de leur temps. Donc c'est ce qu'ont accepté de faire aujourd'hui les membres de notre association, donc Angélique Bernadicou, Françoise Loriot et Samantha Barbier, ici présentes, et que je remercie pour leur investissement dans ce projet. Et puis je suis allé chercher un peu plus loin des amis de longue date, des amis chers avec lesquels j'ai passé 4 années de ma vie à me former aux thérapies familiales, à Bordeaux et à Paris. Donc je remercie beaucoup Florence Monello, Emmanuel Duterte et Frédéric Salin d'être venus aujourd'hui pour participer à ces journées. Ils sont venus spécialement de Bordeaux pour nous, donc je les remercie chaleureusement. Alors je vais présenter très rapidement notre association, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc c'est un groupe d'origine multiprofessionnelle qui comporte des médecins, des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, psychomotriciens, et qui se réunit en moyenne une demi-journée par mois pour réfléchir à sa pratique, partager des connaissances, des lectures, et acquérir des bases toujours plus solides pour progresser. C'est un moment important pour nous en dehors de nos institutions, parce que nous pensons qu'il est important d'aller prendre de l'oxygène en dehors de ces institutions pour mieux y revenir ensuite. C'est ainsi que nous pouvons penser, conceptualiser, parfois partager des émotions même, et osons le dire, grandir. C'est un processus auto-entretenu de progression continue. Alors en général, on travaille à partir de situations cliniques apportées par les participants. On y réfléchit, on se supervise les uns les autres, et on fait un travail situationnel systémique en utilisant des outils, et on vous en présentera quelques-uns juste après mon intervention. Donc je vais démarrer le programme. Donc c'est moi qui vais l'initier par un libre propos autour du modèle systémique. Je vais essayer le plus clairement possible de vous expliquer ce que c'est, pour que vous en compreniez le sens. Et puis on enchaînera sur plusieurs présentations de cas cliniques, donc que vont faire Samantha, Angélique et Françoise, avec l'utilisation d'outils justement. Alors le terme outil, les systémiciens ne l'aiment pas trop, même s'ils l'utilisent, parce qu'il ne faut pas entendre recette toute faite ou clé à molette pour réparer ce qui est cassé. En systémique, les outils peuvent être des manières de penser, des concepts, des manières de se positionner ou d'agir, ou alors on utilise effectivement des supports, mais qui doivent servir à enrichir ou à transformer la réalité. Quand j'étais enfant, j'adorais les repas de famille du dimanche.
Alors peut-être comme vous, c'est une grande tradition française. Alors pourquoi j'aimais ça? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sollicitations comme Internet, les jeux vidéo, les smartphones. Les programmes télé duraient au mieux 30 minutes pour les enfants. Et moi, je trouvais que les repas de famille, c'était un spectacle assez merveilleux. Alors là, je vous ai mis une photo de ma propre famille. Hein. Vous avez l'une de mes arrière-grand-mères, l'un de mes grands-pères, mon père, ma mère. Et puis moi, sur le côté, à peu près à cet âge-là. Alors, il faut m'imaginer en spectateur de cette scène. Et je pense que vous avez tous des photos similaires dans vos albums de famille. Alors pourquoi c'était un spectacle merveilleux, les repas du dimanche? Eh bien parce que les adultes mangeaient, buvaient, parlaient très fort, se disputaient beaucoup, hein, les opinions politiques s'exprimaient ouvertement, et on s'engueulait joyeusement. Il me semble qu'à l'époque, les adultes étaient des citoyens peut-être plus engagés qu'aujourd'hui. Alors, les gens en arrivaient même à se fâcher pendant des mois, avant éventuellement de se réconcilier. Mais surtout, j'avais beau être un enfant, je savais, moi, malgré toutes ces dissensions que je voyais s'exprimer dans ma famille, que nous, notre famille, formions un corps unique. Et je me sentais pleinement appartenir à ce corps. J'en connaissais un certain nombre de règles, un certain nombre de codes. Donc je crois que pour parler des familles, on peut déjà s'arrêter sur une première image, c'est celle de la forêt. En fait, les familles sont comme les forêts, ou les forêts sont comme les familles. Les enfants grandissent près de leurs parents, les arbres communiquent entre eux, se soutiennent, se soignent quand l'un d'entre eux est malade en lui envoyant des nutriments, avertissent leurs congénères en cas de danger. Mais évidemment, une forêt, on la connaît de l'intérieur quand on en fait partie, ou alors quand on en a parcouru tous les sentiers. Et il me semble que c'est peut-être ce que doit faire tout thérapeute, parcourir les sentiers de la famille. Mais quand on se trouve pour la première fois face à une forêt inconnue, en général, on est très intimidé, et comme le petit poucet, on a peur de se laisser engloutir et de s'y perdre. Donc pour illustrer mon propos, je vais me poser une première question. D'où vient cette crainte, cette peur qui est la nôtre quand nous faisons face, pour la première fois, à une famille? Alors je vais parler un petit peu de moi et de ma vie professionnelle, notamment quand j'étais étudiant en médecine. Quand j'étais étudiant en médecine, j'ai dû affronter deux grandes épreuves. Et il n'y a que la première que j'ai vraiment réussi. Alors cette première épreuve consistait à appréhender le corps des malades. Alors je me souviens comme si c'était hier la première fois que je suis rentré dans la chambre d'un patient. C'était en compagnie d'un chef de clinique et de deux autres étudiantes. Et notre enseignant voulait nous faire écouter le souffle cardiaque d'un vieux monsieur. Alors nous, on était très très impressionnés. Hein. Comment oser poser son stéthoscope sur la poitrine d'un inconnu? Bon, mais évidemment, on savait qu'on devait tous y passer. Et j'ai été le premier à me pencher sur le vieux monsieur. Mais vous savez, pour utiliser un stéthoscope, il faut déjà savoir le mettre dans le bon sens dans ses oreilles. Parce que si les deux branches du stéthoscope doivent être dirigées vers l'avant. Parce que si vous les mettez dans l'autre sens, eh bien, vous n'entendez strictement rien. Et c'est malheureusement ce que je fis. Alors quand le chef de clinique m'a demandé si j'entendais bien le souffle du vieux monsieur, pour ne pas paraître ridicule devant tout le monde, évidemment j'ai répondu que oui. Donc cette première tentative était totalement ratée et honteuse. Mais évidemment par la suite, avec mes camarades, au fil des années, j'ai appris avec méthode à ausculter les patients dans les règles de l'art. Donc j'ai réussi cette première épreuve. Et puis il y a eu une deuxième épreuve qui est venue un peu plus tard, lorsque j'étais interne, c'est-à-dire la dernière étape qui précède l'éclosion du médecin autonome. Alors quand on est interne, on commence vraiment à se sentir comme un poisson dans l'eau. On a appris à ausculter, à rédiger des observations, on commence à prescrire un petit peu. Et puis on commence à parler comme les grands aussi. On se balade dans les couloirs de l'hôpital en gonflant la poitrine, blouse au vent. Mais il reste un problème, les familles. Moi, elle me fichait une trouille bleue. Dès que j'en voyais une, je perdais tous mes moyens et je cherchais absolument
à les éviter. Surtout, surtout, ne pas subir leurs questions. C'est compliqué, les familles. Elles posent toujours des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Parler d'un souffle cardiaque, ça je voulais bien. J'avais appris depuis mon premier stage. Mais pour le reste... Donc on avait une méthode un peu pour annihiler les familles. C'était de parler très vite, de les noyer sous un jargon incompréhensible et de ne pas leur en laisser en placer une. C'est vrai, elles nous embêtent, les familles, elles se plaignent, elles sont exigeantes, elles posent des questions impossibles et on ne sait jamais vraiment ce qu'elles veulent. Et c'est ainsi, malheureusement, que je n'ai pas réussi à franchir cette seconde épreuve durant mes études de médecine, comprendre et travailler en réelle collaboration avec les familles. Alors c'est bien dommage parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre assez tôt dans les études. Alors j'espère que c'est venu un peu plus tard. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler avec les familles? Alors je vais donner la réponse tout de suite, enfin c'est une réponse. Parce que je pense, moi, que le modèle médical est inadéquat quand il s'applique à certaines situations sociales. Alors je vais développer ça. Alors le premier à avoir démontré ça de façon assez convaincante, c'est un psychiatre anglais qui s'appelle Ronald Lang. Il explique dans son livre La politique de la famille que par définition, un médecin intervient toujours dans une situation sociale. Mais c'est idiot à dire, mais les médecins ne le conçoivent pas tout à fait ainsi. Pourtant, toute décision médicale va avoir un impact important sur un ensemble de gens autres que le patient lui-même. Et la maladie en elle-même provoque une crise sociale. La crise sociale, on peut la définir ici comme étant... elle est définie par certaines personnes comme étant celle d'une personne, pas toujours le patient lui-même d'ailleurs, qui a un problème et personne ne sait quoi faire pour résoudre ce problème. Alors, c'est une définition très très large. Mais les systémiciens inventeront un terme pour ça. Ils diront, le patient est désigné. C'est-à-dire que dans un premier temps, certaines personnes disent, c'est lui le malade, il y a un malade, et le médecin confirmera, ou pas, plus tard, si cette désignation était juste ou non. Et il y a un sous-entendu admis par tous, si cette personne était soignée et guérie, la crise sociale se régulariserait. Alors il y a beaucoup d'espèces de crises sociales, je ne vais pas parler des gilets jaunes évidemment, mais quand elle est définie comme un cas médical, il s'agit de traiter une certaine personne et la crise sera résolue. Mais alors il y a plusieurs problèmes avec ce raisonnement. D'abord, on n'est pas certain que la définition donnée par ceux qui définissent le problème soit la bonne. C'est toujours ambigu. Ce n'est pas parce que quelqu'un définit un problème qu'il sait vraiment ce qu'est le problème. Et puis nous, en tant que professionnels, c'est pas parce qu'on nous raconte une histoire qu'on a de raisons a priori de croire une histoire ou de ne pas la croire d'ailleurs. En effet, chaque observateur va baser ses analyses sur un certain nombre d'idées préconçues, d'interprétations, voire de mythes. Donc on ne peut jamais tenir pour acquis que les gens savent vraiment ce qu'est la situation. En fait, toute situation doit être découverte. Alors vous me direz, comme lorsque le médecin élabore un diagnostic. En fait, non. Lorsqu'un médecin voit un patient, il écoute ses plaintes, il enregistre son histoire, il l'examine, il demande un certain nombre d'examens complémentaires, et il finit par formuler un diagnostic. Et le traitement va découler directement du diagnostic. C'est le diagnostic qui détermine le traitement. Donc en fait, on est sur un raisonnement qui est extrêmement linéaire, c'est-à-dire qu'il va partir en droite ligne de la plainte, passer par un certain nombre d'étapes obligatoires pour aboutir au traitement. Et quand on intervient dans une situation sociale, c'est très différent. En fait, en intervenant, on modifie la situation dans laquelle on intervient. Et notre vision change en permanence. On se situe sur un terrain mouvant, qui est évolutif, un processus qu'on pourrait dire circulaire, avec un mouvement de va-et-vient, alors que le diagnostic médical, lui, il est linéaire, il est figé, il est arrêté, il est analysé de l'extérieur. On ne rentre pas dans une thyroïde pour en comprendre le fonctionnement. Dès lors, si on admet, il faut suivre mon raisonnement,
que toute situation médicale est également sociale, ou disons microsociale, parce qu'elle touche un ensemble de personnes, alors il faut, à côté du raisonnement médical, qui s'applique mal finalement à autre chose qu'à la maladie organique, un autre mode de raisonnement. Et personnellement, ce mode de raisonnement, je le définirais comme systémique. J'en reviens à mon problème que j'avais quand j'étais étudiant avec les familles que je rencontrais. J'évitais de les aborder parce que je voyais bien que mon discours centré sur la maladie n'était absolument d'aucun secours pour résoudre les problèmes qui se posaient et rentrer dans leurs problèmes, revenait à rentrer dans leur système. Mais moi, je n'avais qu'un langage à ma disposition, le langage de la médecine, et il me manquait le langage de la relation, le langage de la systémique. Alors le père de la pensée systémique s'appelle Gregory Bateson. Bateson disait « Le malheur du monde vient du fait qu'on a appris à voir les choses qui nous entourent, et dans les choses on peut mettre les personnes, comme des objets, alors qu'il faudrait plutôt raisonner en fonction de ce qui lie ces choses ou ces objets les uns aux autres. » Alors je vais prendre un exemple très simple. Si je vous montre ma main et que je vous demande de me décrire ce que vous voyez, vous allez me dire, vous voyez 5 doigts, un pouce, un index, un majeur, un annulaire, un auriculaire. Bateson vous dirait, ce qu'il y a surtout à voir dans une main, c'est les 4 relations qui lient les doigts les uns aux autres. C'est ce qui définit le mieux la fonction de la main. L'opposition du pouce avec les autres doigts permet de faire la pince, et c'est ce qui distingue l'homme du grand singe, et nous a permis de devenir d'extraordinaires fabricants d'outils. Voilà un petit peu la puissance du paradigme relationnel. La systémique, c'est donc ce qui nous apprend à penser l'univers qui nous entoure en termes de relations. Maintenant, puisque notre journée porte sur les thérapies familiales systémiques, je vais vous en donner une définition. Cela va bien au-delà du simple fait de travailler avec des familles et leurs problèmes. Ça, tout le monde le fait, par la force des choses. En fait, c'est une manière de penser spécifique, c'est-à-dire systémique, donc en termes relationnels, qui s'appuie sur un ensemble de stratégies pour intervenir auprès des individus, des couples, des familles et d'autres systèmes. Alors, c'est une définition très large, mais ce qui est central dans cette définition, c'est de vouloir intervenir dans un but explicite de changer ce qui est dysfonctionnel dans les relations pour résoudre les problèmes humains. Alors, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes qu'on rencontre sont uniquement liés à des problèmes relationnels. Les systémiciens ne nient pas que tout problème peut avoir des composantes multiples, biologiques, psychologiques, familiales, sociales, culturelles, environnementales. Ils mettent juste l'accent sur le fait qu'améliorer les relations entre les éléments, les membres d'un système, peut mener vers la voie de la guérison ou, soyons plus modestes, de l'apaisement. Alors pour essayer de vous le démontrer par un exemple, justement, je vais prendre un exemple et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, vous la connaissez, je pense que vous allez la reconnaître, je vais vous la lire. La femme d'un homme riche tomba malade, et sentant sa fin prochaine, elle fit venir sa seule enfant, une petite fille, à son chevet et lui dit « Ma chère enfant, reste pieuse et bonne, et le bon Dieu t'assistera toujours. Quant à moi, je te regarderai depuis le ciel, et je serai à tes côtés. » Sur ces mots, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendait tous les jours sur la tombe de sa mère en pleurant, et elle restait pieuse et bonne. Quand vint l'hiver, la neige recouvrit la tombe d'un petit drap blanc, et lorsque le soleil l'enleva, au printemps, l'homme épousa une autre femme. Cette femme amena avec elle ses 2 filles dans la maison. Celles-ci avaient le visage beau et blanc, mais leur cœur était méchant et noir. Des temps difficiles commencèrent alors pour la pauvre belle-fille. « Que fait cette pauvre sotte dans la salle avec nous ?» dirent les 2 sœurs. « Quand on veut manger du pain, il faut le gagner, dehors, la fille de cuisine.
Elles ôtèrent à la fillette ses beaux habits, lui mirent un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu comme cette princesse si fière est endimanchée !» s'exclamèrent-elles en pouffant de rire, puis elles l'emmenèrent à la cuisine. La fillette devait y travailler dur du matin jusqu'au soir, se lever de bonne heure, avant l'aube, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En plus, les deux sœurs lui infligeaient toutes les misères imaginables, elles se moquaient d'elle et lui renversaient ses pois et ses lentilles dans les cendres, si bien qu'elle était obligée de les trier de nouveau. Le soir, quand elle s'était épuisée au travail, ce n'est pas dans un lit qu'elle s'allongeait, mais dans les cendres, près de l'âtre. Et comme pour cette raison elle était toujours sale et couverte de poussière, elles l'appelèrent Cendrillon. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire, je ne vais pas la lire entièrement. La version que je viens de vous lire est la version des frères Grimm, mais ce conte a été popularisé par un Français pour la première fois, Charles Perrault, la version Disney. Alors, remarquez tout de suite comment le narrateur, qui nous raconte une histoire, oriente nos pensées. Souvenons-nous de ce que disait Ronald Laing quand on nous interpelle, nous, professionnels du soin, et qu'on nous raconte des histoires. D'un côté, il y a les gentils, les méchants. Alors nous, ce qu'on a voulu faire dans notre association, on a voulu imaginer Cendrillon qui va aller consulter un thérapeute. Et on a tourné un petit film qu'on va vous montrer. J'espère que ça va marcher. Donc Cendrillon qui va voir un thérapeute. Est-ce qu'on peut baisser la lumière ? Mademoiselle Cendrillon, c'est bien votre prénom ? Oui, mais mon véritable prénom, c'est Sandrine. Cendrillon, c'est à cause des cendres. C'est le surnom que l'on m'a donné. Ça me colle à la peau. Des cendres ? Oui, parce que je passe mon temps aux tâches ménagères. Je nettoie les poussières, je récure les cendres du poêle à bois. Enfin, entre autres. Mes demi-sœurs m'ont donné ce surnom il y a quelques années et depuis, tout le monde m'appelle comme ça. D'accord, Remarquez, je ne suis pas contre. Cendrillon, c'est la petite fille aux cendres, j'aime bien. Ça me rappelle les cendres de ma pauvre mère qui est morte quand j'avais 14 ans. Avant de partir, elle m'avait dit « Je te regarderai du ciel et je serai toujours à tes côtés ». Elle me manque terriblement. Racontez-moi votre histoire. Ma maman est morte quand j'avais 14 ans d'un cancer. Nous étions une petite famille très unie. Je suis fille unique et mon papa, ma maman s'aimaient beaucoup. Ils ont toujours tout fait pour que je sois très heureuse. Puis quand ma maman est décédée, tout a stoppé net. Mon père a eu beaucoup de mal à s'en remettre. J'ai dû tout faire pour essayer de combler son chagrin. Quel est le métier de votre père déjà ? Il est commerçant, marchand de vin exactement. Il gagne bien sa vie, mais il est constamment en déplacement. Avant la mort de ma maman, ces déplacements ne posaient pas de problème parce que quand il rentrait du travail, il nous comblait de cadeaux et il passait tout son temps libre avec nous. J'avais vraiment le sentiment d'avoir une famille épanouie et en harmonie. Donc à la mort de votre mère, votre père fait une grave dépression, c'est bien ça. Et que s'est-il passé ensuite ? Mon père allait très mal. Il n'arrivait même plus à gérer ses affaires, il ne faisait plus rien. C'était devenu une vraie loque. Il se lavait plus, il mangeait plus, il s'intéressait plus à rien. J'ai dû tout faire pour qu'il aille mieux. Ça m'a pris environ 1 an. Je devais être une petite fille parfaite, une élève studieuse. Je gérais tout au quotidien comme une vraie fée de logis. Je faisais le ménage, je faisais les courses, je faisais la cuisine. Heureusement, on avait des économies. Et puis petit à petit, il a commencé à aller mieux et il a pu reprendre son travail. Et ensuite ? Ensuite, bien, il a trouvé une autre femme. Tout de suite après ? Voyons voir, au bout de 4 ans, puisque c'était l'année de mon bac. On dirait que cela ne vous a guère enchanté. Aussi, tout ce qui rendait heureux mon père m'allait très bien. Puis la vie à deux était devenue vraiment très monotone. Je rêvais de retrouver une vie de famille comme avant,
Même si, bien sûr, dans mon cœur, personne ne remplacera ma pauvre mère. Mais je n'étais pas défavorable à cette union. Qu'est-il arrivé ensuite? L'horreur, c'était l'horreur. Pas les premiers mois, bien évidemment. Au début, ma belle-mère a tout fait pour conquérir le cœur de mon père. Et une fois qu'elle était bien installée, ça a été très difficile. Et je ne parle même pas de ses deux filles, Javotte et Anastasie. C'était vraiment deux pestes. Ma vie est devenue un enfer. À ce point? Oui, ma belle-mère, elle me crie constamment dessus. Pour elle, je ne fais jamais rien comme il faut. Pourtant, j'ai le sentiment de faire toujours au maximum, de toujours tout gérer pour que ça se passe bien. Mais elle continue à me crier dessus. Et mon père, il assiste à la scène et il dit plus rien, il me regarde, il est complètement passif. Pourtant, il voit bien que même mes demi-sœurs, elles sont pénibles avec moi, elles sont tout le temps en train de me chercher, de m'embêter. Des fois, elles m'ignorent complètement. C'est vraiment très difficile à vivre pour moi et je ne sais plus quoi faire. N'y a-t-il pas de bons moments dans votre vie? Non. Enfin si, quand je sors avec mes amis. Quand on va au bal, quand je les retrouve. Mais même si j'adore danser, ces derniers mois, je n'y arrive plus, je n'ai vraiment plus envie de sortir. J'ai une boule au ventre et je passe toutes mes nuits à pleurer. Vous savez, ça n'a vraiment pas été facile de me décider à venir vous voir. Oui, je vous comprends. Et vous paraissez déprimé. Je pense qu'il serait peut-être nécessaire que vous ayez un traitement pour atténuer vos angoisses. Et je pense aussi qu'il y aura besoin de plusieurs séances pour que je comprenne bien votre situation et le contexte. Mais avant d'aller plus loin, pour la prochaine séance, je souhaiterais inviter votre famille, c'est-à-dire votre père, votre belle-mère et vos deux demi-sœurs. Ah bon, mais pourquoi? Elles ne voudront jamais venir et elles vont être horribles avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que la séance soit la plus confortable possible pour vous. Il est très important pour moi que je rencontre votre famille, pour mieux comprendre la situation que vous vivez et pour avoir une meilleure vision du problème. Vous êtes ma patiente et tout ce que j'entreprends, c'est pour vous. Je ne sais pas trop. Si cela vous semble trop difficile, je peux me charger de les contacter. Je peux les appeler, expliquer ma démarche et tenter de les convaincre. Non, je préfère le faire moi-même. D'accord, donc on fixe un rendez-vous et vous venez avec eux. Si jamais vous avez un empêchement, n'hésitez pas à me rappeler, on changera la date. D'accord? D'accord. Donc voilà pour ce petit film. Donc évidemment, le conte de fées ne montre qu'un point de vue, celui de l'héroïne, avant qu'elle ne devienne une princesse. Donc là, on voit un petit peu ce que peut faire un thérapeute individuel dans ce contexte. Il se pencherait probablement sur les symptômes de la dépression de Cendrillon, explorerait ses croyances, ses ressources, ses faiblesses, et l'encouragerait probablement à trouver une voie plus épanouissante. Peut-être la mettrait-il sous traitement et sous antidépresseur, effectivement. Maintenant, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de se poser la question, que ferait un thérapeute familial, d'un point de vue systémique, pour aider Cendrillon? Est-elle seulement déprimée? Y a-t-il pas autre chose? Qu'est-ce que cette histoire cache des fonctionnements ou des dysfonctionnements dans cette famille? Je vous propose maintenant de regarder l'entretien familial. Donc on peut baisser la lumière à nouveau.
Bonjour, je suis Charlène Perrault, je suis le thérapeute de Cendrillon. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'avoir pu vous libérer. J'ai écouté Cendrillon et elle n'est pas bien en ce moment. Donc je lui ai proposé de réunir sa famille. Elle était d'accord. C'est peut-être le seul entretien que nous aurons, alors je pense que c'est important que chacun puisse exprimer son point de vue. Et j'ai envie de commencer par une question. Quel est le problème selon vous ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Le problème, c'est évidemment le comportement de Cendrillon. Madame se prend pour une princesse. Je sais pas si elle va pas bien, mais en tout cas, à la maison, elle prend tout le monde de haut. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe ? Eh bien, c'est simple. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, Cendrillon nous fait la tête. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais elle nous adresse quasiment pas la parole, sauf pour nous gronder. Je dis souvent à Javotte, on dirait qu'elle fait la belle. Peut-être qu'on n'est pas assez bien pour elle, après tout. Hein. Une princesse, je vous dis. Et puis d'ailleurs, mis à part être obsédée par son ménage et la tenue de sa maison, elle sort, dès qu'il y a un bal dans le village, pour séduire les garçons. Tel que vous présentez les choses, on dirait que vous enviez un peu sa beauté. Est-ce le cas ? Trouvez-vous qu'elle est séduisante ? Est-ce un problème pour vous ? Mais bien sûr qu'elle l'est, et elle le sait. Tous les hommes du village la regardent et elle rend jalouse toutes les filles. Mais c'est pas ça le problème. Nous, on aimerait simplement qu'elle nous parle, qu'elle nous considère un peu. Vous savez, c'est dur pour nous. Quand vous dites nous, vous parlez de votre sœur Javotte et de vous. Oui, et heureusement qu'on s'entend bien toutes les deux. Javotte, que pensez-vous de ce que vient de dire votre sœur ? Je suis d'accord. Cendrillon nous ignore complètement. Vous savez, moi je rêvais d'avoir une grande sœur avec qui j'aurais pu aller faire les magasins, aller au ciné. Je parle pas d'aller au bal, hein, mais de changer les secrets. En fait, je crois que c'est comme ça qu'on fait entre filles. Enfin, je crois. Hein. C'était comme ça que j'avais vu les choses quand maman nous a dit qu'on allait s'installer avec notre beau-père et sa fille. Et en fait, non. Dans cette maison, on nous parle mal. Il faut rien bouger, il faut rien toucher, il faut rien salir. Tout doit être propre. Comme elle réagit comme ça, nous aussi, on n'est pas très sympathique. On va faire en sorte de l'embêter un petit peu. Donc on la laisse dans son coin, avec son ménage et sa vaisselle. Ainsi, si je résume, vous regrettez de ne pas avoir une relation authentique avec votre sœur. Alors que c'est ça que vous auriez aimé développer, n'est-ce pas ? Oui. Je ne sais pas ce que Cendrillon vous a dit, mais on n'est pas des méchantes filles. Ce n'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on est des égoïstes. Cendrillon, qu'avez-vous à dire à vos sœurs ? Je ne pensais pas que mes deux demi-sœurs voulaient que l'on fasse des choses ensemble. Elles sont toujours tellement collées l'une à l'autre. Pourquoi elles ne m'ont jamais rien dit ? J'ai toujours le sentiment qu'elles complotent dans mon dos. Pouvez-vous répondre à Cendrillon ? Pourquoi ne lui avoir jamais dit que vous auriez aimé faire des choses ensemble, comme des vraies sœurs ? En fait, je crois qu'avec Javotte, dès le départ, on a été très impressionnés par Cendrillon. Déjà, c'est une grande, elle est plus âgée que nous. Ensuite, ça fait longtemps qu'elle habite ici, c'était sa maison. Et puis regardez-la, elle est super belle. Elle a plein de connaissances, plein de copains, plein de copines, tout le monde la regarde. Nous, avec Javotte, on n'est que toutes les deux. Personne ne s'intéresse à nous. On se sent un peu nuls. Ouais, il n'y a que notre mère qui s'intéresse à nous. Sinon, on ne compte pour personne. On se fiche de nous-mêmes à l'école, on nous appelle des filles à papa. Mais nous, on aimerait être comme les autres. Je vous remercie beaucoup pour votre franchise. Cendrillon, après ce que nous venons d'entendre, j'aimerais vous demander, est-ce que vous accepteriez de vous asseoir près de vos sœurs ? Oui, d'accord. Cendrillon, comment vous sentez-vous maintenant ? Je suis un peu, disons, troublée. Je ne pensais pas du tout ce genre de choses. Mais maintenant que j'y réfléchis, depuis que je suis toute petite, moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur, un petit frère. Ça n'a pas été facile pour moi d'être fille unique. Et puis je me suis toujours fait beaucoup de soucis pour mon papa. Bon, je ne pensais pas du tout à ce genre de choses. Jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse s'intéresser à moi et m'accepter dans cette nouvelle famille. C'est évident que ça a dû jouer sur nos relations. Madame, qu'avez-vous à dire sur l'échange auquel vous avez assisté ?
Moi, je suis très contente qu'elles aient pu s'expliquer. Je crois qu'elles se sont jamais parlé comme aujourd'hui. Elles se crêpent tout le temps le chignon, alors... Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement à la maison? C'est vrai que c'est très tendu à la maison en ce moment. J'avoue que je me suis montrée un peu méfiante et distante envers Cendrillon. C'est vrai. Mais elle a tellement d'atouts, vous comprenez. Elle a tellement de choses que mes filles n'ont pas. J'avoue que je me fais un peu de soucis pour mes filles, pour leur avenir. Comme toutes les mamans, et c'est bien légitime, qu'est-ce qui vous inquiète? Vous dites que Cendrillon a plein d'atouts, et pas vos filles? Ben oui, je veux pas les rabaisser, mais quand on les compare, Cendrillon est une jeune femme accomplie. Peut-être qu'elle est un peu hésitante, mais contrairement à son père qui s'en inquiète, moi, je ne me fais aucun souci pour sa réussite future. Et je dis pas ça parce qu'elle est mignonne et qu'elle plaît aux garçons. C'est aussi une fille intelligente, elle a eu son bac, elle peut prétendre à de brillantes études. Alors que mes filles, je me fais beaucoup de soucis. Peut-être qu'elles devraient s'ouvrir un petit peu, j'essaie de les soutenir comme je peux, mais il faudrait qu'elles sortent un peu plus, qu'elles s'ouvrent au monde. D'ailleurs, à ce propos, elles sont allées au bal du roi de Saint-Sevé la semaine dernière. Mais maman, il faut que tu arrêtes avec ça. Tu penses qu'on va pas y arriver, tu veux déjà nous marier à des princes charmants. Maintenant, on veut travailler, on veut y arriver, on va s'y mettre. Et en plus, tu t'es même pas rendu compte qu'on a eu des super notes ces derniers temps. Oui, c'est vrai, c'était une corvée d'aller à ce bal. Et puis de toute façon, on n'a même pas dansé, on est resté dans notre coin avec Javotte. Il faut que tu arrêtes de nous prendre pour des sottes. Des garçons, oui, on veut en rencontrer, mais plus tard. Monsieur, vous voulez intervenir? Je suis très surpris par ce que viennent de dire Anastasie et Javotte. Comme leur mère, je pense qu'elles vont droit à l'échec scolaire. C'est vraiment un gros souci pour nous. Je les vois mal partis. Bien, tu verras quand tu vas recevoir notre prochain bulletin scolaire. Ouais, et en plus, comme on joue dans l'équipe de basket de Saint-Sevé, le roi nous paiera, si on a notre bac, les meilleures écoles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, comme cette année, on est les premières du championnat des Landes, le service du roi nous ont fait savoir qu'on avait droit à une bourse de 10 000 € par an sur 3 ans, et ça concerne toutes les joueuses de l'équipe. Tu ne savais pas que le roi de Saint-Sevé était fan de basket? Ça le rend fou de joie quand ils viennent nous voir et quand on gagne. Non, je ne savais pas. Si c'est vrai, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça m'enlèverait une énorme épine du pied. Je ne savais pas si j'allais continuer à y arriver financièrement. Et cette bourse, vraiment, m'aiderait beaucoup à payer vos études. Avec les Américains et leurs taxes sur le vin, les affaires deviennent de plus en plus difficiles. Il y a quelque chose que je voudrais dire, mais je sais pas trop comment... En fait, je me suis rendue au bal du roi la semaine dernière. Mais Cendrillon s'était mise d'accord pour que ce soit au tour d'Anastasie et Javotte d'y aller. Oui, mais c'était plus fort que moi, et je crois que Javotte et Anastasie ne se sont même pas aperçus que j'étais présente. Ça m'étonne pas, tu peux pas t'en empêcher, hein. Oui, mais j'ai même pensé à le prince charmant. Je crois qu'il est fou de moi. Il n'arrête pas de m'envoyer des SMS, il m'a même demandé en mariage. Le fils du roi, mais c'est incroyable, Cendrillon, il te plaît? Oui. Écoute, Cendrillon, je ne sais pas quelles sont tes intentions avec ce jeune homme, mais il y a une chose dont je suis sûr. Il faut que tu arrêtes de te morfondre à la maison comme ça. Tu t'en l'es dit à rester enfermé. Je le vois bien, ta mine déconfite quand je rentre du travail le soir. Je vais bien, je suis plus un malade en convalescence. Alors arrête de te faire du souci, pense à ton avenir. Il est temps que tu prennes ton indépendance maintenant. Écoutez, Madame Perrault, je suis vraiment très content d'être venu à cette séance. J'ai appris énormément de choses. Et puis quel soulagement de voir ce qui se passe entre Cendrillon, Anastasie et Javotte. Cela me rassure tellement que je me demande même si je vais pas prendre ma retraite. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Mais les soucis m'en empêchaient. Mais au fond, je me dis que j'ai un petit peu d'économie et qu'il serait peut-être temps de le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Prends ta retraite. Si c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et faire cette croisière que je t'avais promis il y a quelques années, ça ne te tente pas? Je sais pas quoi te dire. Je pensais que tu ne t'intéressais plus à moi, qu'il n'y avait que ton travail qui compte. Voyons, ma chérie, tu vois bien que non. Si je lâche tout, c'est pour passer du temps avec toi. Excuse-moi, j'ai du mal à y croire. Je me suis sentie tellement seule ces dernières années. D'accord, mais essaie de me comprendre. J'étais écrasé par les responsabilités. J'étais obnubilé. Une femme, 3 filles à la maison. Et juste mon travail pour subvenir aux besoins de tout le monde. J'ai toujours voulu le meilleur confort pour vous toutes. Tu peux me croire? Je pense qu'on va mettre un terme à notre séance.
Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire à la maison. Quant à nous, Cendrillon, on se revoit dans un mois. Je pense que les choses ont bien avancé. Bon, on n'aura pas le César, hein, je vous rassure tout de suite. Donc voilà, ça vous montre aussi ce qu'on peut être amené à faire dans notre association en termes de jeux de rôle. Alors évidemment, ici, tout a été écrit et scénarisé. Et les séances dans la vie réelle avec les familles sont souvent beaucoup plus compliquées. Et notamment en termes de résistance, c'est-à-dire ce que l'on nomme en systémique les forces de l'homéostasie. On vous en reparlera dans la journée, c'est-à-dire tout ce qui résiste au changement. Et plus ces forces sont élevées, plus le thérapeute doit faire avec ça, et non pas contre ça. Ce que là, le thérapeute obtient en quelques minutes peut prendre plusieurs séances et des heures entières. Mais quand un climat favorable s'installe et que le thérapeute arrive à dénouer les fils de la communication, souvent l'effet thérapeutique derrière est quand même très intéressant. Donc cette séance reflète bien ce qu'on cherche à faire finalement avec les thérapies familiales et systémiques. D'abord, on remarque dans cette séance familiale l'effet de ricochet entre les membres de la famille, ce qu'on appelle en systémique la circularité, qui permet, au fur et à mesure que chacun exprime ses croyances, ses pensées, de faire émerger de nouvelles informations. Finalement, l'entretien familial sert de révélateur. Chacun peut découvrir des choses qu'il ignorait sur l'autre, parfois sur soi. Donc ce concept d'information est un concept qui est très important en systémique. Bateson disait « Une information, c'est une différence qui fait la différence ». Ce qui veut dire qu'une information, c'est quelque chose qui surgit et qui vous frappe par sa nouveauté. En termes de signal physique ou acoustique, si on veut, tout ce qui n'est pas de l'information, c'est du bruit, ça grésille. Quand vous tournez le poste de votre radio, au début vous n'entendez que du bruit, et puis tout d'un coup vous tombez sur une station, et là vous avez de l'information. Et c'est exactement ce que l'on cherche à faire lors d'une séance familiale. Et ce qui est intéressant, c'est que les informations se révèlent à la fois pour le thérapeute lui-même, mais aussi pour la famille elle-même. Et c'est ce qui fait tout le potentiel thérapeutique de l'abord systémique. On cherche finalement à révéler aux familles ce qu'elles savent sur elles-mêmes sans le savoir. En fait, les gens ont plein d'idées qu'ils ne partagent pas, même dans les familles. Et ils peuvent aussi avoir des idées fausses sur ce que les autres pensent ou sur leurs croyances. Mon adolescent est irritable, mais je ne vois pas qu'il est déprimé. Mon père pense ceci ou cela de moi parce que ceci ou cela. Ma mère me rejette parce que ceci ou cela. On pense tous de manière linéaire, simpliste. Et un entretien familial doit aider à faire émerger une manière de penser qui est plus systémique, plus relationnelle. Alors si on débriefe un petit peu la vidéo de Cendrillon en thérapie familiale, eh bien Cendrillon s'aperçoit peut-être qu'elle n'est pas que le bouc émissaire qu'elle imaginait. Elle suscite même une certaine admiration, ce qui ne peut que l'étonner. Elle semblait un petit peu méconnaître cet aspect-là. Ces deux demi-sœurs expriment de la souffrance, mais aussi leur espoir devant leurs parents, peut-être pour la première fois. Elles aussi se sont senties rejetées
humiliées et elles s'humanisent un petit peu plus à travers leurs propos. On a du mal, après ça, à les percevoir comme les pestes du conte originel des frères Grimm. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ce que les frères Grimm leur font subir dans le conte, mais le jour du mariage de Cendrillon, il y a des pigeons qui viennent leur crever les yeux. Quoi d'autre? Une belle-mère qui est maladroite, mais qui reconnaît les qualités de sa belle-fille et qui aimerait voir fleurir les mêmes chez ses propres filles. Une belle-mère qui se sent rejetée par le père supposé absent et distant, mais en fait accablé par la charge financière et qui s'autorise à envisager, parce qu'il y pense depuis sans doute un certain temps, une transition de vie, à savoir la retraite. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on change de cycle de vie, ça apporte beaucoup de changements. Peut-être qu'un réchauffement est possible dans le couple, ce qui ne peut que soulager les enfants, puisque ça valide la pérennité de cette famille recomposée. Cendrillon n'a peut-être plus de soucis à se faire pour son père, elle se sentait responsable de lui, mais il aime et il est aimé, et ça pourrait la libérer pour aller rejoindre son prince charmant. Il y a un adage en systémique qui dit « Les enfants quittent la grande porte de la maison familiale quand ils ont la certitude que leurs parents vont survivre à leur départ. » Bref, quelle richesse informative a permis l'entretien familial si on le compare au seul point de vue de Cendrillon dans la séance individuelle, mais surtout quel effet thérapeutique majeur, direct, immédiat peut avoir un entretien familial systémique quand il est bien mené et qu'il est productif en termes d'information pour ceux qui y participent. Donc voilà, je vais terminer là mon propos. Je vais juste dire que je pense que le champ de la systémique est un domaine du savoir qui améliore considérablement la qualité de nos prises en charge. Et je pense que tout soignant, pour peu qu'il soit pris dans des relations intenses et soutenues avec des familles, devrait s'y former, que c'est à la portée de tout le monde, et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux psychologues, par exemple. Donc, essayez de vous y former, c'est tout le sens de cette journée qu'on a voulu organiser aujourd'hui. Je signale deux petites choses concernant notre association. Tout d'abord, on s'amuse un petit peu à tourner des films, vous avez vu, donc on a une chaîne sur YouTube que vous pouvez aller consulter, c'est gratuit, et vous retrouvez quelques vidéos tournées par notre association. On en mettra d'autres, et bien entendu, je pense qu'on mettra les vidéos de Cendrillon. Je signale aussi que notre association va proposer, dans le courant de l'année 2020, une formation, une initiation à la systémique, à tout professionnel. On est en train d'y travailler, à ce programme, donc on le diffusera quand il sera prêt. Et puis pour finir, si cette journée éveille des vocations parmi vous, je signale qu'on édite un petit manuel de systémie clinique qui peut constituer, je pense, une première lecture enrichissante si vous voulez aller plus loin. Vous y retrouverez d'ailleurs les propos qu'on aura tenus aujourd'hui, on les a retranscrits dans ce petit manuel. On mettra des exemplaires en vente à la pause de l'après-midi. Tout ça permet de faire vivre un petit peu notre association. Voilà, j'en finis là. Et on va enchaîner directement sur la présentation de cas cliniques avec des outils. Je vous remercie.